Zidane, c'est la classe. Griezmann, c'est l'équipe de France, tout simplement. Depuis 2018, combien de fois t'as été pas déçu de l'équipe de France? 2022, tout simplement. Les impopulaires opinions avec celles qu'on n'avait pas prévues. Kolo Muani est un joueur moisi. Giroud, on va lui prendre son record. Mbappé probablement va le dépasser. J'aimerais bien que même quand on dépassera son record, on se souvienne de lui dans l'histoire. Il est prêt à changer de position pour mieux s'intégrer dans un collectif. Zidane n'a pas fait ça. Tu n'aurais jamais pensé à faire changer Zidane pour le collectif, c'était le collectif qui s'adaptait à Zidane. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et là on est en pleine trêve internationale, donc on va en profiter pour reparler une bonne fois pour toutes des Bleus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé équipe de France, en tout cas depuis la dernière trêve. Et du coup c'est l'occasion ou jamais pour ressortir aussi notre catégorie des unpopular opinions. Donc pour dévoiler son opinion impopulaire et plus encore que ses opinions impopulaires, c'est son coiffeur qui est impopulaire. Davy Diamant est avec moi aujourd'hui. Comment ça va Davy ? Bonjour, t'as vu, je me suis habillé en bleu en hommage à l'équipe de France. Ça me fait plaisir. Pas mal. Comme Quentin qui ressort son pull à chaque fois qu'on va parler de l'équipe de France. Ce pull, il nous a quand même super tenu chance toute la Coupe du Monde pendant les mondialitos. Il était là tout le temps et on est allé jusqu'en finale. On va peut-être reparler des résultats d'ailleurs. Il y en aura peut-être un autre bientôt. Ouais. J'en ai repéré un. On verra bien peut-être que bientôt il y en aura un nouveau. On tease comme ça. Alors attends, un pull ? Ouais, un pull. Un pull quoi ? T'as un France... Qatar 2022. Qatar 2022 qui arrive ? Non, pas Qatar 2022. Non. Mais il y aura peut-être un nouveau pull. Allemagne 2024 ? Ouh. Je ne dis rien. Restez avec nous. Bon bah du coup je t'ai pas présenté, mais comment ça va Quentin ? Bah écoute, ça va bien, hein. Je suis toujours en pleine forme. On attend cette trêve internationale sans Moussa Diaby malheureusement. Ouais. Mais bon... Visiblement, Didier Deschamps ne regarde pas forcément Aston Villa, mais bon. Ok, genre. Bon, il y a Bouba Kamara. Non, mais ok, mais juste du coup, tu retires qui dans la liste des Bleus pour mettre Moussa Diaby ? Dur. Parce que sinon, tu vas faire comme les mecs qui commentent sur tous nos potes. Oui, pourquoi vous n'avez pas lui ? Ouais. Non, dur, sans pro, mais je vois pas forcément l'utilité ou en tout cas la nécessité d'avoir 3 attaquants axiaux. Et je pense que Moussa Diaby peut apporter aussi sur les côtés, comme dans l'axe, comme il joue davantage axial à Aston Villa cette saison. Du coup, si je te suis bien, c'est Marcus Thuram que tu viens. Parce que je lis entre les lignes de Quentin Cesp. Il n'y a pas besoin de 3 attaquants axiaux. Plus grande faute non, mais de ça l'équipe se joue entre Kolo Muani et Thuram. Et actuellement, sur les performances, il y en a un qui est beaucoup plus performant que l'autre. Donc là, en fait, tu dis que c'est Kolo Muani qui doit sauter. Ouais, bah écoute, à voir. Après, c'est pas complètement définitif, mais je pense qu'il y en a un qui est plus performant que l'autre. Ouais, ça c'est sûr. En ce moment, on peut pas le nier. C'est sûr que Randal Colomwani n'est pas au mieux, mais après, est-ce qu'on peut c'est pas au mieux. Enfin, on en parlait. Ressortez les vidéos où je disais qu'il était surcoté. Non, mais aussi bien Marcus Thuram que Colomwani sont des joueurs moyens. Genre, il y a pas à chercher aussi. Non. Mais C'est oui, des on bons les a joueurs. survendus sur des événements précis. Voilà, Colomwani. Ouais, super en Bundesliga, il a marqué plein de goals. Guirassy, voilà. If I speak. Non, mais c'est des bons joueurs. Tout de suite les impopulaires opinions avec celles qu'on n'avait pas prévues. Colomwani est un joueur moisi. Non, mais c'est des bons joueurs. C'est des joueurs moyens. Voilà, non, c'est des bons joueurs. C'est pas des excellents joueurs pour l'instant. Ça peut le devenir plus tard. Maintenant, ça dépend où tu places le moyen. Parfois être laissé en club te permet ensuite de mieux rebondir, travailler un peu plus, apprendre un peu plus avec tes coéquipiers. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, il y a un moment où il était titulaire quand même. Ah bah oui. Ouais. Mais bon. Pas Marcus Thuram, mais Randal Colomwani. Comme j'ai dit, Colomwani, un moment quoi. En tout cas, s'il y a une concurrence entre Giroud et Colomwani, c'est Giroud qui a marqué mardi soir en Ligue des Champions pour l'AC Milan dans son duel. On verra bien après qui jouera contre Gibraltar, mais ça va. Et de toute manière, on va reparler de Giroud un petit peu plus tard aujourd'hui. Vous avez bu un bon condensé de l'émission en fait là en 3 minutes. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, vous nous lâchez votre like. En vrai, ça nous aide énormément, vous le savez. Commentez, partagez, c'est ce qui nous aide le plus à grandir. Ça recommande l'émission à des gens qui suivent les mêmes programmes que vous. Donc merci beaucoup d'avance. Les gars, on va démarrer. Ouais. Si ça vous va, je vais commencer avec mon unpopular opinion. Juste avant, peut-être, je vais juste donner le sommaire. Donc, je vais commencer par la mienne, qui est l'équipe de France sous-performe depuis sa victoire en Coupe du Monde en 2018. Ensuite, on enchaînera avec Quentin,
Qui veut vais nous me faire dire- pourrir, hein, je vais me faire pourrir. Ouais, c'est mais en même temps, bon, c'est le concept de l'émission. c'est aussi l'idée. Quentin veut nous dire que Griezmann a dépassé Zidane dans l'histoire de l'équipe de France. Et on terminera avec Davy, pour qui Olivier Giroud n'a pas la reconnaissance qu'il mérite sur son histoire en bleu. En C'est fait, ok c'est pour peut-être vous Davy qui va se faire pourrir le plus. Je sais pas, je pense qu'on va tous se faire pourrir, honnêtement. Oh, ça mais va. c'est le but, donc c'est parti pour nos unpopular opinions. Donc je vais commencer et je vais développer un petit peu voilà, ce titre qui dit que l'équipe de France sous-performe depuis 2018. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'équipe de France, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, au moins sur le principe, c'est que les Bleus ont le meilleur effectif du monde. Il n'y a pas une nation aujourd'hui qui a un 11 de départ au niveau des Bleus, et alors encore moins un squad avec de la profondeur et de la qualité des Bleus. Or, depuis le 2018, qui était l'avènement d'une jeune génération qui était prête à conquérir le monde, qui avait l'avenir devant elle et prête à conquérir le monde, on a eu 2 compétitions majeures, une compétition mineure, 2 échecs en compétition majeure, une victoire en compétition mineure. De plus, et donc tout ça pour dire que les performances de l'équipe de France sont pas forcément mauvaises en absolu, puisque dans une des compétitions en question, la dernière Coupe du Monde, on fait une finale, ce qui est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Mais comparé à la valeur de ton effectif et comparé à celle qu'on affronte, et comparé en fait à la valeur des compétitions, de la tactique qui est nécessaire en football de nation, je trouve que l'équipe de France aurait dû faire mieux, aurait dû remporter au moins une de ces deux compétitions. Et même dans le contenu, si on regarde un petit peu en détail les parcours, la manière dont tu es allé chercher ces différents parcours, etc., même en Ligue des Nations, il y a des choses à redire. Donc j'estime honnêtement que on aurait dû faire une Espagne 2010 qui a tout raflé entre 2008 et 2012. On aurait dû faire mieux, et je trouve qu'il y a peut-être un manque à gagner dans cette équipe de France. Est-ce que quelqu'un veut réagir en premier à ça, David ? Non, mais en fait, vers 2016, on voit une sorte de renouveau dans l'équipe de France. Et avec une génération ultra prometteuse où, comme tu dis, en fait, c'est un peu une dream team, où on pourrait prédire à ce moment-là une 2016, hégémonie. je suis pas d'accord. À partir de 2016, c'est peut-être trop en avance, mais à partir de ce moment-là, peut-être 2017-2018 plutôt, où des joueurs s'installent, il y a quand même une... Entre 2014 et 2018, on n'a pas du tout la même équipe de France, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc peut-être je mets 2016 à tort, mais Après Non, mais 2016, on va dire. c'est pour dire le que début de c'est la le fondation. début, voilà, Ouais. d'une nouvelle ère où vraiment tout le monde unanimement se dit voilà, l'équipe de France va tout casser, il y aura une hégémonie de l'équipe de France sur le football mondial. Moi, c'est aurait plus à pu partir de prédire. 2018 grâce à Mbappé. En Ouais, fait. ouais, alors C'est un peu la différence entre Peut-être. on est une bonne nation avant Ouais. 2018, on devient la nation à battre. totalement après. à partir de ce moment-là, et là tu te dis ok, cette équipe va faire comme l'Espagne et va dominer le football mondial, etc. Alors que si on fait les comptes aujourd'hui en 2023, cette équipe sera totalement oubliée de l'histoire du football en fin de compte. Et donc il y a un énorme échec avec l'Euro 2021. Pour moi, la Coupe du Monde 2022, il y a une finale, mais il n'y a pas une équipe de France qui impressionne du tout. En fait, avant la Coupe du Monde, on parle beaucoup de l'équipe de France. Pendant la Coupe du Monde, on en parle un peu moins, en bien en tout cas. Après 2018, c'est une belle Coupe du Monde, mais non plus qui n'est pas extraordinaire dans le jeu. Enfin, l'équipe de France n'a pas impressionné lors de sa Coupe du Monde 2018 non plus. Et c'est pour ça que je compare. Pas par la beauté de son jeu, mais par les performances qu'elle était capable de faire, notamment grâce Ouais, à Mbappé. mais de nouveau, je veux par exemple comparer un peu à l'Espagne de 2008-2012, où là, c'était indiscutable, c'était la meilleure équipe et l'équipe qui gagne. Donc il n'y avait pas ah oui mais ou peut-être avec cette équipe de France, il y a beaucoup de oui mais ou ils sont pas unanimes. Et donc oui, quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est un échec quand tu compares le potentiel, le talent qu'il y a dans cette équipe Donc, t'es et que tu d'accord vois les avec moi. performances et les résultats. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. D'accord, parce que je m'attendais pas à ça. Non, j'arriverai pas à être en désaccord. Non, je sais pas. Non, pas de souci. En fait, Je sais. je pensais vraiment que tu es souvent là à défendre Deschamps, à défendre son bilan, etc. Et je trouve que Ouais, mais- aussi c'est quelque chose. Bon, mais Je vais même dire, je suis pas sûr que c'est unpopular. ah ouais, carrément. Bah, Moi, dis-nous. je suis pas d'accord Ouais, du parce tout que avec vu vous. qu'en- Ok, alors ouais. Parce que tu parles d'échec. Je Ouais. pense pas que la Coupe du Monde 2022 soit un échec. Au contraire, arriver jusqu'en finale d'une Coupe du Monde
où tu viens de la remporter sur celle d'avant, c'est plutôt un exploit. Ouais, mais la France est surtout- ultra favorite quand même. Surtout Ouais. parce que toutes les précédentes éditions, le vainqueur avait été sorti dès la phase de poule. Ça, il faut surtout pas Il l'oublier manquerait parce plus que ça, Oui, mais- Quentin. Parce que Ouais. je veux bien, mais l'Allemagne est sortie Attends, derrière dans vas-y, un finis, groupe où il y après, je avait te la répondrai. Corée du Sud, il y avait des équipes comme ça, et pour moi c'est plutôt un exploit d'être arrivé jusqu'en finale avec toute la pression qu'il y a eu autour, avec la blessure de Benzema et tout ce que ça a engendré devant, avec l'absence d'N'Golo Kanté, avec l'absence de Paul Pogba, l'équipe de Ton point France sur sur le le papier, là-dessus. il n'y a pas forcément un milieu de terrain qui est celui qui peut aller jusqu'en finale de Coupe du Monde. Alors ma question, ça va être par rapport à ça. Je comprends ton point, mais ma question, c'est est-ce que au départ de la Coupe du Monde 2018, de la Coupe du Monde 2022, tu mets où est-ce que tu mets la France? Première, deuxième, troisième, quatrième? Qui est ton favori? Pour moi, selon moi, la France est favori indiscutable. Moi, je voyais l'Argentine comme étant parmi les grands favoris Ouais. devant l'équipe de France, Devant l'équipe de France. avec les blessures que l'équipe de France a connues juste avant le début de la compétition. Parce qu'on a un milieu de terrain où il y a quand même du Guendouzi, il y a quand même du Rabiot, où Non, mais à il cette joue époque-là, quasiment en pas. équipe de France, Ouais, ouais. Rabiot n'est pas bon. Oui, mais le Rabiot, il a fait une bonne Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Mais tu le vois d'un point de vue extérieur après la compétition. Mais oui. C'est avant la compétition, tu n'as aucune certitude sur ton milieu de terrain. Tu as des joueurs qui sont convoqués qui n'ont pas forcément le niveau auquel aspire celui de l'équipe de France actuellement, Lesquels où on vient d'avoir la liste. Genre vraiment, Il vraiment. y a lesquels Zahir Emery, il y a Kamavinga, il y a Chouameni. Non, repartons Mais sur 2022. sur la Coupe du Monde 2022, tu n'as aucune certitude sur ton milieu de terrain, où il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup d'inexpérience, et il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément au plus haut niveau international. Moi, je suis pas Donc je d'accord. vois le Brésil devant l'équipe de France au moment où la compétition débute, avec une équipe qui est ultra complète, qui est donnée pour favorite par les bookmakers. Et ensuite, tu as un groupe où se trouve l'équipe de France, avec peut-être l'Espagne, qui a une bonne équipe, et des joueurs qui sont quand même à un très haut niveau. Ah, l'Espagne, Mais- il y a personne. Honnêtement, Non. depuis 2018, combien de fois t'as été pas déçu de l'équipe de France? Tu vois ce que je veux 2022, tout simplement. Ouais. 2022, je vois pas une déception. Ouais, mais alors c'est peut-être le seul moment, mais je veux dire, en fait, si tu regardes sur la durée, sur à chaque fois les trêves internationales, sur chaque Mais gros Davy- match, etc. Davy, dans En la fait, à gros- chaque fois, on est déçu. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça parce que la seule déception, et je suis le premier à le concéder, c'est l'Euro 2020 qui se joue en 2021. Voilà. Ouais. C'est la seule déception et elle est immense parce que tu as le statut Et là, vraiment les pour le coup. éliminatoires pour l'Euro au début. Non, je non, vous non, non. rappelais, Pour, Ouais, pour mais le en coup, vrai, pour le alors, coup sur l'Euro, je tu suis débutes la d'accord avec toi compétition sur le- avec le statut de favori. Et là, il n'y a personne d'autre au niveau de l'équipe de France. Au moment de la l'équipe compétition, il y a l'équipe de France et ensuite il y a les autres. Donc l'Euro 2020, on se rejoint sur la sous-performance. Ouais. Toi, là où on n'est pas d'accord, c'est que tu estimes que la Coupe du Monde de 2022 est aboutie. Ouais. Je vais juste, moi je suis pas d'accord parce que comme je te l'ai dit, et j'ai entendu ton point, mais je les vois favoris au départ. Et aussi, je n'aime pas. En tant que Français, je suis galvanisé par les victoires, mais la manière dont ces victoires ont été accomplies, je suis pas certain que l'équipe de France est à son niveau. Que ce soit contre l'Angleterre où ça se joue à un penalty d'Harry Kane. Ouais, t'as paniqué à chaque fois. Quoi. Contre le Maroc, où tu concèdes beaucoup trop de tirs, où tu es censé avoir une solidité défensive, où Rabiot dit en cours de compétition que la tactique, c'est non charbonne derrière et c'est à Mbappé de faire la différence, où c'est un petit peu réducteur, j'ai l'impression. Et enfin, où tu perds une finale où tu n'existes pas sur au moins 65-70 minutes, où tu concèdes 2-0 tout le match, tu n'existes pas, et face à une charnière Cristiano Romero, qui est pas dégueulasse, mais Otamendi qui a une charrette qui fait 1 cm 2, et Emiliano Martinez, qui a concédé 83 buts en 35 matchs, quoi. Non, mais sur la compétition, quel match l'équipe de France est décevante? Sur T'es quel pas match? d'accord que sur le France-Maroc, je suis t'attends d'accord. plus de l'équipe de France? Non, parce que tu as une équipe qui a choisi de défendre et de procéder en contre, qui marque le but qu'il te faut et c'est terminé, quoi. Mais Le la question, match, c'est il était dans quel match l'équipe de France a réellement été la meilleure des deux équipes, tu vois? la Pologne, Oui, mais honnêtement, ok, Le- Pologne, bah, je le- l'accorde. le Sur- quart de finale mais contre encore l'Angleterre. heureux. Pour moi, l'équipe de France est meilleure que l'Angleterre.
Ça dépend sur quelle vue. Joe est pas d'accord. Joe qui est gallois / anglais, qui travaille pour 90 Minutes. Non, mais contre l'Angleterre, l'équipe de France n'est pas réellement inquiétée. Hein. Ils ont fait le choix de défendre un peu plus bas, de procéder en contre. L'inquiétude. J'ai les stats. Mais en fait, tu vois, si on peut comparer un truc, par exemple, tu vois le Real Madrid quand il gagne la Ligue des Champions il y a 2 ans. Tu vois, c'était aussi un peu comme ça, où à chaque fois un peu au fil. Mais c'est pas vraiment au fil parce que c'était des performances à chaque fois vraiment qui sortaient du commun, qui étaient extraordinaires, où tu avais des triplés, où tu avais des retournements de situation de dingue, etc. Mais tu as exactement la même chose avec Mbappé, avec l'équipe non, de en France, fait, etc. à part en finale, non, c'était à chaque fois vraiment de justesse, mais pas avec un côté incroyable aussi, ou un côté spectaculaire. Je suis pas d'accord. Ou quoi que ce soit. Un manque de contrôle et de maîtrise, selon toi. Non, pour moi, au contraire, le manque de contrôle et maîtrise, il y avait au Real Madrid. Le seul match. Les premières mi-temps ou le match aller qui était jamais terrible, etc. Mais il y avait ce côté. Ils peuvent subir, mais tu les sens jamais en manque de. Ouais. Pardon, c'est peut-être pas le contrôle de maîtrise, mais tu as l'impression qu'ils savent ce qu'ils font. Ils subissent, ils peuvent pousser des choses. Contre l'Angleterre, t'as pas ressenti ça ? Non, vraiment pas. Mais j'ai cru 1000 fois que la France allait être éliminée. Moi, je trouve qu'ils font un très bon match contre l'Angleterre et qu'ils font le choix justement de défendre plus bas, d'avoir un bloc beaucoup plus resserré oui, mais dans ces cas-là, tu concèdes pas 7 tirs alors que toi, combien cadrés 7 tirs, 7 cadrés pour l'Angleterre, et toi, tu fais 5 tirs cadrés. Ouais. Et sur 8. Et tu marques 2 buts. Non, mais là, par contre, on va pas, je vais pas nier que l'équipe de France est plus réaliste que j'ai pas trouvé l'Angleterre. J'ai pas trouvé l'Angleterre meilleure que l'équipe de France sur ce match-là. C'est comme ça. Mais après, si tu prends le même exemple contre le Maroc, l'équipe de France fait pas un excellent match, mais elle est pas mise en danger non plus. Hein. Mais pareil, tu concèdes beaucoup de tirs. Non, moi je suis pas d'accord. On concède des occasions. Et si le Maroc a plus de talent devant, là j'arrive plus à mettre mon lien forcément, mais j'avais les stats et je sais qu'on concède beaucoup trop de tirs pour une. Ce qu'on faisait pas en 2018. 2018, on gagnait moche, mais on gagnait en contrôle. La défense, elle passait pas. Je suis pas d'accord sur cet aspect-là. Et honnêtement, après, c'est juste une vision des choses. Mais on va peut-être avancer. Et au moins, on aura pu s'exprimer. Et dites-nous dans les commentaires si vous trouvez au moins la prestation des Bleus sur toute la Coupe du Monde en général en maîtrise, en contrôle, si vous avez aimé et si vous pensez que c'est une Coupe du Monde aboutie ou pas. Après, là, c'est subjectif. Mais si tu gagnes la Coupe du Monde contre l'Argentine, est-ce que tu retiens la finale où pendant 70 minutes tu fais n'importe quoi, tu n'y arrives pas, tu n'as aucun contrôle pour le coup? C'est un grand style quand même. En fait, t'as une frappe de le faire. Hein. Oui, mais à la rigueur, tu te dis que dans ces cas-là, ça justifie toute la stratégie et tu te dis bon, ça a toujours basculé de notre côté, mais ça a basculé de notre côté et du coup, ça valide des choses. Ouais, là, mais c'est trop facile de regarder la compétition et de se dire contre l'Angleterre, on a souffert. Contre le Maroc, on a vraiment eu du mal. Et après, contre l'Argentine, bon, c'était catastrophique. Du coup, c'est ce que je veux dire, c'est que je ne prends pas juste le résultat de la finale et j'essaye de me dire, oui, mais comment t'es arrivé à la finale? Et j'ai l'impression que, en fait, la Pologne, mon contrôle, maîtrise, match abouti, on passe à autre chose. Angleterre, waouh, on a eu chaud, mais ça passe. Maroc, on a eu chaud, mais ça passe. Argentine, mur. Et là, je me dis, je vois le. En fait, tu peux pas avoir 3 fois de suite de la chance. Donc tu résumes les 4 ans, les 6 ans depuis 2018 comme étant on a eu de la chance. Non, mais regarde l'Euro. En fait, c'est là où ça passe pas. Le truc, c'est que tu fais un match super abouti contre l'Allemagne en poule. Derrière, tu fais 2-2 contre la Hongrie. Ce qui est pas normal en deuxième match où tu dois te qualifier, ou 1-1 contre la Hongrie, et derrière tu refais 2-2 contre le Portugal. Et c'est là le problème. Et derrière tu reprends le mur contre la Suisse parce que tu es toujours en train de te prendre le premier but. La France a trop souvent concédé l'ouverture du score, court après, et heureusement qu'on a des talents aussi géniaux que celui de Mbappé qui peuvent faire la différence. Mais par rapport, et c'est tout mon point en fait depuis le début, c'est que par rapport à la somme des talents, la somme des individualités qu'a les ressources de l'équipe de France, tu devrais en fait pouvoir. Les matchs ne devraient pas se jouer à ça, ils devraient être bien plus aboutis. Pas forcément dans la manière, dans la beauté de l'esthétique. C'est pas mon point. Dans la manière dont tu fais basculer. En fait, il ne devrait pas y avoir match bien plus souvent.
Enfin, je vois pas pourquoi on résumerait les 6 ans, si on prend l'année prochaine, on va dire, les 6 ans qui ont suivi 2018 en étant une équipe qui sous-performe. Parce que non, je suis pas d'accord, tu te qualifies pour chacune des compétitions que tu disputes, tu gagnes la Ligue des Nations, on est d'accord que c'est une compétition un peu en bois, mais tu joues une finale de Coupe du Monde et tu fais quand même un 8e de finale, même si tu as des regrets là-dessus à l'Euro. Je vois pas une équipe qui sous-performe. C'est la fin, mais si tu regardes en détail, je trouve que tu vois qu'en fait c'est craquelé à certains endroits. Mais regarde la grande. Vas-y, je te laisse conclure. Regarde le tableau de manière plus générale. Tu as une équipe qui a des résultats, un résultat, mais encore heureux. C'est qualifié, n'a pas obtenu le Real Madrid ou si Manchester fallait. City n'allait pas en demi-finale tous les ans, ce serait une contre-performance. C'est ça aussi. Si tu remplaces notre débat par l'équipe des Pays-Bas au lieu de l'équipe de France, on n'a pas de débat, c'est pas une sous-performance. Mais là, on labelle ça une sous-performance, justement pour ce que j'ai expliqué, parce que forcément à l'aube de 2018 ou après 2018, tu te dis c'est la meilleure équipe du monde et de manière unilatérale. Et en fait, tu fais le bilan 5 ans plus tard et tu te dis bah non. Tu peux me citer combien d'équipes ont fait le back-to-back? Finale de Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Il n'y en a aucune. Enfin, pardon, le Brésil, j'imagine, le Brésil de Pelé. Mais en fait, c'est pas la question. Parce que tu peux pas comparer des époques où les nations avaient... où la compétition est différente, en fait. Il y avait peut-être... elle était beaucoup plus aplatie à une certaine époque. Où c'est pareil en Ligue des Champions, en fait. À une époque, c'était impossible de faire un back-to-back. Et aujourd'hui, parce que la compétition est beaucoup plus resserrée au top, il y a plus de clubs qui reviennent régulièrement. C'est des footballs différents. Et il faut regarder, c'est pour ça que je l'ai dit, et comme David l'a précisé, la France ne sous-performe pas en soi, elle sous-performe par rapport à la qualité intrinsèque qu'elle a et celle de ses concurrents. Et aux attentes. Bon. C'est le but. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon, heureusement. En tout cas, on a un peu dépassé un peu sur l'horaire, c'est de ma faute. Je me laisse emporter toujours comme d'habitude par mes opinions et par les débats. Dites-nous ce que vous en pensez. Honnêtement, c'est intéressant d'avoir les avis de tous et venez débattre en commentaire avec nous. Je vais te laisser la main du coup puisque je vais te laisser enchaîner. Et là encore, je vais pas être d'accord avec toi, mais je vais plus laisser Davy peut-être débattre aussi. Juste pour finir. Je suis d'accord que l'équipe de France aurait pu avoir des meilleurs résultats, encore meilleurs. Maintenant, je vois pas une équipe qui sous-performe. Ça aurait été une surperformance alors ? Non. Bon. Ça pourrait. Mais bon. Je vais passer à mon point qui est Griezmann a dépassé Zidane dans l'histoire de l'équipe de France. Simplement parce que c'est un joueur qui représente donc Antoine Griezmann. Ouais, qui représente toute l'ère des champs. C'est-à-dire qu'il arrive en 2014, il est encore là aujourd'hui. Dans toutes les équipes, peu importe les générations qui passent, que ce soit la génération où il y avait Sakho encore en défense centrale, puis celle de Varane, puis celle aujourd'hui où il y a Konaté en défense centrale. Il est toujours là, il est inamovible. C'est un petit peu le chouchou de Didier Deschamps, et à juste titre d'ailleurs. Il est là depuis 2014, depuis la première compétition de Deschamps. Ça fait donc 10 ans qu'il va être en équipe de France. Vas-y, je t'en prie. Et évidemment, je suis comme tous les petits garçons de mon âge. J'ai été un immense fan de Zinedine Zidane. Je pense toujours que c'est un immense joueur de l'équipe de France et peut-être l'un des plus grands. Maintenant, je pense que Griezmann est peut-être le cran juste au-dessus. C'est-à-dire qu'il a dépassé Zidane dans mes... Mais dans quoi ouais, voilà. Tout simplement parce que c'est un joueur qui est encore plus impactant que n'a pu l'être Zinedine Zidane. Il a les stats, mais il a aussi l'apport dans le jeu. Il a aussi l'apport défensif. Il a tout ce qu'il faut pour être un vrai leader sur le terrain, plus que par sa notoriété ou son aura, parce que Zidane avait ça. L'aura, la présence naturelle qui fait que c'est un des plus grands. Et dans les stats aussi, tout simplement, j'ai noté ça. Zidane, c'est 108 matchs, 30 passes D, 31 buts. Griezmann, 125 matchs,
36 passes D, 44 buts. Donc c'est le meilleur peut-être, passeur je de dirais l'équipe que de t'as France. un ratio de 0,28 pour Zidane et de 0,35 pour Griezmann, c'est ça? Ouais, but par match, c'est ça, exactement. Non, parce qu'on a fait le calcul juste avant. Non, mais Griezmann est impliqué sur 80 buts de l'équipe de France sur ses 125 matchs, là où Zidane en a 60. 61 plutôt. Et non, évidemment, Griezmann est dans le top 5 des joueurs les plus sélectionnés de l'équipe de France. Zidane ne l'est pas. Griezmann est le meilleur passeur de l'équipe de France. Griezmann est sur le top 5 des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Voilà, tout ça fait que c'est un joueur qui laissera, qu'on le veuille ou non, une plus grosse empreinte sur l'équipe de France que Zinedine Zidane, et qui peut encore plus accentuer sa legacy, on va dire, dans les mois à venir, avec éventuellement un nouveau J'ai titre. beaucoup parlé, donc Davy, vas-y, peut-être. Est-ce que Griezmann a eu son nom sur l'Arc de Triomphe? Pas encore, mais bon. Il l'aura C'est une autre époque. Tu Non, mais dis c'est pas notre encore. époque. C'est une autre époque. Non, alors voilà, justement, moi, en vrai, je suis pas. Zidane gagne la je suis pas première en Coupe grand du Monde de désaccord. l'équipe de France. Donc forcément, ça Mais c'est attire pas que encore ça. plus de... Zidane, dans les années. Surtout en 98, c'est un symbole plus qu'autre chose. Ça veut dire. Ça sort du football aussi, en fait. Mais Zidane n'est même pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Non, voilà, mais je veux dire, il 98. représentait aussi un climat politique en France, etc. Donc il avait vraiment un statut qui sortait aussi du football. Et on le dit souvent aussi, il y a un mythe un peu autour de Zidane, de par sa manière de jouer aussi, de par sa personnalité un peu discrète, mystérieuse, etc., avec un charisme un peu camouflé comme ça, où en fait il y a une sorte de magie ou de mythe autour de Zidane qui est difficile à voir aujourd'hui dans le football moderne. Ça n'existe plus en fait, ce genre de joueur. Donc c'est pour ça que c'est souvent difficile à le comparer aussi, en fait, Zidane, à d'autres joueurs. Même quand on a fait ici des émissions, on a dû comparer les meilleurs joueurs de l'histoire, etc. C'est toujours un peu compliqué avec des joueurs comme Zidane, je trouve. C'est indéniable l'impact de Griezmann sur les dernières années sur l'équipe de France. Je pense que, comme tu l'as dit, il a su évoluer à différents postes. Il a su aussi, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais bizarrement en équipe de France, ça n'a pas été tellement impacté. Ça n'a pas tellement impacté sur sa performance en équipe de France, même quand il était moins bien en club. Il a toujours été l'homme de main. D'ailleurs, moi, j'étais le premier à regretter qu'il a pas reçu le capitanat après le départ de Varane, de Lloris et Varane. Donc voilà, je pense qu'il aurait mérité, ce qui aurait peut-être encore un peu plus accru son histoire ou Il y a une stat. sa légende. Il a apporté un nouveau record. Il en est série en cours. 84 matchs où il est sélectionné consécutivement. Titulaire, où il rentre, etc. Mais c'est Il me semble qu'il même titulaire 84 où il participe. c'est complètement fou, quoi. Oui, voilà, et c'est ça. Donc il a à chaque fois su, et toujours avec une attitude incroyable. Pas de vague non plus. Enfin voilà, il a toujours été irréprochable. Mais après, c'est dur de le comparer de par l'image, etc., que Zidane il a, ce mythe de Zidane en équipe de France. Ça reste difficile à le comparer, même si sur papier, voilà, quand on regarde les facts, bah oui, Griezmann est un immense joueur. Je vais absolument pas nier la grandeur de l'importance de Antoine Griezmann dans l'histoire de l'équipe de France, bien au contraire. Mais ça y est, j'ai 34 ans, je commence à me faire vieux et je commence à réaliser en fait ce que je pouvais dire sur Zidane par rapport aux fans de Platini quand j'étais plus jeune, et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté comme ça avec Griezmann, parce que quand on n'a pas vécu, peut-être il y a des choses dont on ne se rend pas compte, et je veux pas parler de but, je veux pas parler forcément de ça, mais je veux parler d'impact, parce qu'au fond c'est de ça dont on parle, et comment t'impacte. Si je dois juger de 1 à 10 à quel point l'équipe de France de ces 10 dernières années est celle de Griezmann, je dirais entre 6 et 7, parce que je mettrais aussi Pogba, je mettrais aussi Mbappé, et ce qui a empêché Antoine Griezmann de prendre le Ballon d'Or en 2018, notamment parce qu'il y a une forme de partage du pouvoir, de partage de l'influence parfois. De plus en plus, Griezmann, c'est son équipe de France dans son aspect meneur de jeu, mais parfois il a un peu partagé ça, au moins avec Pogba, je dirais. J'ai grandi dans les années 2000, etc. Enfin, je suis né en 89, donc j'ai grandi vraiment dans les années 2000 footballistiquement. C'est pas l'équipe de France qui était celle de Zidane, c'était le football français qui était celui de Zidane.
Je pense que c'est incroyable de voir la proportion qu'avait Zidane. On lui demandait de se positionner sur des sujets politiques, tu l'as dit, ça allait bien au-delà, mais enfin, le 2002... Il n'a jamais vraiment donné sa position. Non, jamais. C'est pas, je veux même pas rentrer là-dedans s'il aurait dû ou pas, mais le poids de Zidane, genre, c'est pour ça que je rejoins Davy, c'est que Zidane a ce côté mystique parce qu'on lui demande d'avoir un avis sur tout, parce qu'il ne le donne jamais, c'est l'inverse. parce qu'il est complètement... Personne ne demande l'avis d'Antoine Griezmann parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. En fait, pas tout le monde s'en fout, allez, peut-être j'exagère, mais... c'est parce que Zidane avait un tel poids qu'on lui demandait son avis parce qu'on avait envie de l'écouter. On n'a pas la même relation à Griezmann. L'équipe de France, c'était celle de Zidane, mais à 9 sur 10. L'hystérie collective, quand on va en Corée du Sud et au Japon et que Zidane est blessé et qu'on est là, mais tous les jours à dire « Ouais, mais il n'y avait pas Zidane et du coup, c'est pour ça qu'on a perdu contre le Sénégal. Il va revenir contre le Danemark, on va gagner. » Finalement, on ne gagne pas. Il est sur une jambe. L'hystérie collective, je me rappelle, j'avais 12 ans, c'était incroyable. Genre, jamais... Tu te plaindras de l'absence de Griezmann, tu n'atteindras jamais ces moments-là. Et genre, les buts mythiques qu'a mis Zidane, l'impact qu'il a eu dans une compétition, le storytelling qui va avec, parce que ça joue... je ne sais pas si on va parler que de performances sportives. Zidane, le premier, a dit dans le football moderne, j'aurais pas forcément le coffre. Donc, je ne veux pas comparer ça, mais l'impact qu'a eu Zidane sur son temps, sur son équipe et la maîtrise qu'il en avait, pour moi, n'a pas de comparaison avec Griezmann. J'entends ce que tu dis, mais et moi, du coup, ça reste dans l'histoire. Je parle principalement des performances, de ce qu'il laissera comme héritage sportif. L'histoire de l'équipe de France, en quoi il a marqué son époque, son temps. Je vois pas en fait. Zidane, c'est l'homme qui te fait gagner pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France, en tout cas depuis la génération Platini et l'Euro 84. Zidane t'a fait gagner non seulement une Coupe du Monde, mais derrière un Euro 2000 où il est resplendissant. Et derrière, tu vas à la Coupe du Monde 2002 en extrême favori, tu te ridiculises. Mais c'est Zidane, c'est sa génération, c'est son équipe de France qui te place la France sur la carte du monde du football. Ouais, peut-être, mais je le nie pas. Zidane est un immense joueur. Et Griezmann n'a pas eu ça. Et je pense qu'aussi... Moi, je suis pas d'accord avec ça, justement. Ouais. Je pense que l'équipe de France est sublimée par les performances de Griezmann. Et depuis ses premières sélections, en 2014, je pense que l'équipe de France ne va jamais jusqu'en quart de finale sans un Griezmann au top, sans un Pogba au top. Totalement d'accord. Et c'est un joueur qui, à chaque grand événement, hormis l'Euro 2020, a toujours été indispensable aux performances de l'équipe de France. Encore une fois, c'est une question de curseur. Si Griezmann est à 8, Zidane était à 9 dans les grands moments, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas du tout dire que tu as tort, bien au contraire. C'est juste que c'était un autre niveau. C'est un des facteurs. Moi, c'est-à-dire, toi, tu mets beaucoup l'accent sur le fait que voilà, dans les grands matchs, dans les grands moments, Zidane était là, mais c'est mon parti pris. C'est un des paramètres, tu vois. Le football, pour moi, c'est pas forcément un esprit de constance. C'est une hiérarchie des soirées, c'est une hiérarchie des compétitions. La Ligue des Champions et la Coupe du Monde et les finales. C'est pour ça qu'on a discuté, on avait un débat sur le Ballon d'Or et c'est pour ça que j'ai mis Messi et pas Haaland. En fait, c'est ton impact dans les grands clubs, dans les grands moments, dans les grandes soirées, au moment où il faut. Et Zidane a toujours eu ça. Et peut-être qu'il a peut-être eu moins de constance, peut-être. Genre, dans les performances. Dans les performances des petits matchs, alors que Griezmann est toujours là. Mais Zidane, c'est costard. Ouais, Zidane, c'est la classe. Griezmann, c'est l'équipe de France, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Non, mais c'est un super joueur. Il a la vista, il a le côté collectif, il a le côté sacrifice pour l'autre. Il est prêt à changer de position pour mieux s'intégrer dans un collectif. Zidane n'a pas fait ça. Et je vois davantage d'apport dans les performances de Griezmann pour le collectif que tu vois, peut-être, allez, pardon, juste un dernier truc. Tu n'aurais jamais pensé à faire changer Zidane pour le collectif, c'était le collectif qui s'adaptait à Zidane. Justement. Oui, mais parce que c'était Zidane. Et j'ai l'impression que dans cette équipe de France, c'est Zidane qui s'adapte à Mbappé et que tu adaptes l'équipe de France à Mbappé. Tu vois le centre de gravité où il est ? Le centre de gravité en équipe de France, c'était pas Thierry Henry, c'était Zidane.
Ouais. Mais là, ce que tu essaies Après- de dire, c'est juste que Zidane, de base, était un plus grand joueur que Griezmann, et ça, il n'y a peut-être pas Ouais. débat. Mais ce que Quentin essaye de dire, c'est que l'impact de Griezmann sur cette équipe de France dans son temps est plus grand que Ouais, l'impact de exactement. Zidane sur son équipe de France en son temps. Parce que même toi, quand tu as dit l'impact de Zidane, comment il amène l'équipe de France sur la map, là, tu le regardes d'un avis extérieur, genre hors équipe de Ah France. non, même à l'intérieur. pardon. Oui, mais là où Quentin met plus l'accent, c'est justement sur l'intérieur de l'équipe de France, au sein de l'équipe de France ou auprès des Français. En l'occurrence, je pense que ça, c'est difficile d'argumenter que l'impact de Griezmann sur son temps, enfin sur son ère de l'équipe de France est plus grand que celui de Zidane sur son ère de l'équipe de France. Non, malgré ça, je serais pas d'accord, mais on va pas. Pour je les vais matchs pas- que Mais tu as après, il y a un cités, autre les truc, moments... c'est que Vraiment, c'est comme la tu- génération Zidane, quoi. Comme tu l'as dit, Davy, je pense que de par son côté spectaculaire, de par ses gestes techniques qui sortent complètement de l'ordinaire et que personne n'a été capable de refaire par la suite, de par toutes les vidéos qu'on peut voir régulièrement de tout ce qu'a pu faire Zidane, je pense que toutes les performances de Zidane sont auréolées, un peu dorées, Ouais, bien etc. sûr. Ouais, Et puis t'as ce que raison. t'as Alors dit, que je le dis Griezmann pas, est t'as beaucoup raison. plus pragmatique dans son jeu, beaucoup plus, il va chercher la passe qu'il faut pour que l'équipe de France Non, puisse briller, Il est plus, puisse ouais, marquer. il a moins ce côté extravagant, il est plus homme, mais les deux étaient utiles au collectif. Bien hein, sûr. genre, Non, mais enfin, bien ce que sûr, tu as je- dit aussi avec l'équipe de France tournée autour de Zidane et Griezmann, c'est S'adapte l'inverse. Et ben, en à l'équipe fait, de c'est France. aussi le niveau de qualité a quand même bien évolué Ah, de non. 98 à 2018 dans l'équipe de France. Il y a C'est-à-dire plus de numéro 10. que- quoi Il y a- non, même Oui, dans le mais il y a football aussi, moderne. même quand tu regardes C'est la voilà, question du numéro la 10. liste des 22 en 98 et la liste des 23 en 2018, la différence de qualité des joueurs, elle est quand même Ouais, oui. importante. C'est-à-dire que Griezmann était au sein d'un collectif déjà de base Très de fort. plus grande qualité, Ouais, avec bien des joueurs de plus haute qualité que ce qu'il y avait en 98. Donc Mais même ap- s'il est au même niveau, il est face à des joueurs... C'est Moi, un je bon suis argument. persuadé Ouais, ça, que je veux dire. le temps Pour fera conclure, son vas-y. œuvre pour Griezmann. Mais Ouais, ça, je suis pas c'est-à-dire sûr. que Et dans- ça, je suis pas Je sûr. pense que dans 10 ans, Non, toutes non. les compilations de ses passes, pas forcément de ses gestes techniques, parce qu'il est beaucoup moins fort techniquement, toutes ses passes, Dans le dribble. toutes quoi. ses qualités techniques seront mises en avant. Non, Et, Moi, je te et dis, il ceux qui, restera si parmi dans les 50 plus grands. ans, ceux qui n'auront vu aucun des deux joueurs jouer, Zidane sera plus haut dans la mémoire des Français. C'est tu vois. possible, oui, parce qu'on est plutôt dans le... Mais Mais enfin, c'est aussi le rôle des compilations, c'est qu'on trouve ça plus spectaculaire un dribble, mais une passe bien dosée, bien donnée, etc. C'est le football. C'est un but, quoi. C'est le Voilà, football. c'est le football. c'est le football. Ça, j'aurais rien à dire. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Quentin, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi. Est-ce que vous êtes plutôt génération Griezmann ou génération Zidane? Dites-nous dites-nous C'est vos pas un truc âges. de génération, je crois. Je pense que si. Le football, c'est un truc de génération. Moi, j'aurais jamais le même rapport à Platini que mes aînés parce que je ne l'ai pas vu jouer, parce que j'ai pas vécu le carré magique, parce que j'ai pas vécu 82, 84 et 86. Et je pense que l'émotion, c'est ce qui fait. Enfin, c'est connu. Le cerveau retient des choses parce qu'il y a un côté émotionnel. Et si tu n'as pas l'émotion, c'est différent. Et c'est ça qui rend les choses difficiles dans la mémoire. mais du tu football. peux l'avoir à travers tes parents. À Et travers d'ailleurs, tes grands Mais frères, tu c'est vois, un vrai travail de Ok. truc. D'ailleurs, je me demande si Platini, ce serait pas finalement lui le GOAT Le joueur ultime. de l'équipe de France. Et c'est un Alex, autre débat que je ne veux c'est- pas ouvrir là, déjà que je suis à la bourre et que je ne maîtrise pas du tout mon timing. Donc on a Ça aurait fini pu là-dessus. être un popular Ouais. opinion. Platini est le GOAT de l'équipe de France. Aujourd'hui, oui. Prochaine fois. Peut-être pas il y a 20 ans. Mais bon, si ça se trouve, dans 10 Mais ans, on oui. dira la même chose de Mbappé. Hein, et puis, voilà. Alors là, faudra qu'on gagne une coupe du monde, quoi. Un euro. Ou un euro, ouais. Une coupe du Rendez-vous monde, en un juin. euro, et puis c'est le plus grand joueur. Mais, Et ce sera que égaliser Zidane. Zidane, il lui manque une coupe du monde. Hein. Bah non, il a 98. Si Mbappé gagne une deuxième coupe Ah. du monde et un euro, Non, parce que je pense. Ok. Davy, allez, on passe à toi. Et tu veux nous parler de Olivier Giroud qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite sur son histoire en équipe de France, selon toi? Ouais, je pense même pas que je dois être forcément long là-dessus. Je pense que ça fait souvent débat. À tort, souvent, dans un débat un peu Benzema versus Giroud, alors que voilà, il n'y a aucune rivalité de base. On ne rentrera entre pas les là-dedans deux. parce qu'on veut parler d'Olivier Non, Giroud. non, pas du en tout, mais lui-même. je veux dire en fait que ça lui a aussi fait défaut, en fin de Ouais, compte. Ça veut bien dire que ça lui a attiré beaucoup de
de critiques alors qu'il était en fait victime de ça en quelque sorte et pas, c'était pas cherché. Et en fait, Giroud, c'est un peu l'histoire de sa vie, hein, de par son style de jeu, ou de par sa personnalité, de par son histoire, est un joueur qui n'est pas forcément coté à la hauteur de ses performances ou à la hauteur de ses résultats, ou même de son impact. Sur l'équipe de France, sur les dernières... Déjà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas anodin, ça veut dire... il bat Thierry Henry, alors que Thierry Henry, il commence à l'âge de 18 ans en équipe de France. Mais il a plus de matchs. Quoi ? Il a plus de matchs. Le ratio est quand même pour Henry. Ouais. Henry a plus de matchs. Ah, je crois pas. Hein. Non. Alors, à vérifier. Vas-y, continue, pardon, je vais vérifier. Non, Giroud, il démarre... Non, je te confirme. On est à 54 buts pour Olivier Giroud sur 127 matchs et Thierry Henry 51 sur 123. Ok. Mais Giroud, donc le ratio est quand même meilleur chez Giroud qui est à 0,43 et Thierry Henry à 0,41. Ouais. Après, il a démarré quand même plus tard. Il avait une petite vingtaine quand il a démarré Giroud en équipe de France. Il a toujours été là. Et pareil, ça veut dire il a été discuté. Il n'a pas toujours été tutélaire en club. Il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Au final, en équipe de France, il a toujours été là. Ça l'a aidé forcément que Benzema a eu une période où il n'était pas en équipe de France. Forcément, ça l'a aidé. Oui, mais ça, encore une fois, il était là, il jouait et donc il a fait des matchs. Voilà, et il méritait sa place et il a toujours été top. Et il n'est jamais vraiment reconnu à cette valeur-là. Il a été déterminant dans la Coupe du Monde 2018. Quand la France a gagné. Il a été de nouveau là en 2022 aussi un joueur clé. Il était même soulier de bronze. Donc il a été vraiment à chaque fois irréprochable, une valeur sûre. Il y a eu ces derniers mois des doutes sur il fallait encore le sélectionner, mais on dirait qu'en fait il n'y a pas moyen de ne pas le sélectionner. Il n'y a pas de joueur à son niveau. On parlait juste avant de Kolo Muani et Marcus Thuram qui pour moi sont encore à des années-lumière de Olivier Giroud. Bon, c'est pas forcément dans le même style non plus, mais qui n'ont pas du tout... on peut s'inquiéter sur la succession d'Olivier Giroud quand on voit les deux qui arrivent. Après, il y a Matistel qui arrive, donc ça devrait aller. Ouais, mais là, il faut déjà voir plus loin, quoi. Bien sûr. Il n'est pas encore en équipe. Et Eli Wai. Ouais, ok, mais bon, ça, ces joueurs-là, il faut que ça se confirme quand même. Et voilà, Giroud, il a aujourd'hui 36 ans. Bonne question, je te et il est encore là, il est encore présent, 37. il est en club, il est titulaire. Il mérite vraiment une place gigantesque dans l'histoire de l'équipe de France pour moi. Et en fait, c'est souvent pas reconnu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne le citeraient pas parmi les joueurs les plus influents de l'histoire de l'équipe de France. Il y a beaucoup de gens qui... Elle est là la question. Est-ce que, genre, encore une fois, j'ai débattu sur Griezmann. Je veux absolument rien retirer à l'héritage de Giroud, qui est une légende de l'équipe de France. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Mais le manque de reconnaissance, il vient d'où ? Il vient du fait que c'est un attaquant qui a marqué des buts contre beaucoup de pas dans les grands moments. On a souvent cité sa Coupe du Monde sans but, etc. Même s'il doit en marquer un en phase de poule et que c'est Mbappé qui met le tapis. Mais peu importe, même une Coupe du Monde à un but, il en fait une autre avec où il fait 5. En fait, il a 5 buts en Coupe du Monde, en 3 Coupes du Monde. Et Thierry Henry est à 6 en moins, en tout cas. C'est dans les grands moments, il a souvent scoré contre des équipes où c'était des matchs de qualification. C'était pas forcément les plus grands moments. Je reviens un peu à ce que je disais sur Zidane. Ouais, mais Giroud joue avec d'autres buteurs. C'est-à-dire, genre, il joue avec un Mbappé. C'est dur de marquer quand tu joues à côté de Mbappé. C'est surtout qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas se muer dans ce rôle de buteur qui doit marquer, qui doit faire ses il a un impact ses déplacements. Il fait les déplacements pour permettre à son équipe de marquer. C'est ça, il améliore les joueurs autour de lui. Et c'est à l'image de son équipe de France, de Deschamps. C'est que les joueurs sont suffisamment intelligents, suffisamment collectifs pour comprendre que le but que l'équipe va marquer est plus important que le but que le joueur va marquer. Attendez, je veux répondre à ça, mais c'est vrai dans une certaine perspective, mais pourtant Harry Kane marque énormément de buts pour l'Angleterre alors que c'est un joueur extrêmement intelligent et altruiste. Benzema est un joueur altruiste et intelligent. C'est le seul buteur Kane en équipe d'Angleterre. Genre, tu vois, les Sterling, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui marquent pas beaucoup de buts, tu vois. Je suis d'accord qu'il doit partager ses buts avec Mbappé, mais plus que partager. Non, mais bien sûr, mais
c'est pas forcément la qualité devant le but que tu reconnais le premier à Olivier Giroud, son jeu de tête, son apport au pressing, son abnégation, le fait qu'il est toujours là, en fait qu'il est sûr et que la constance pour le coup de ses performances, elle est là en fait. T'as pas de Giroud qui fait un match exécrable en fait, c'est jamais le cas parce que il va toujours faire des déplacements, il va toujours jouer pour le collectif et ça il faut le reconnaître. Mais du coup, il passe pas le palier qui imprègne la rétine, qui imprègne l'émotion au point des plus grandes légendes de l'équipe de France et c'est peut-être là d'où vient le manque de reconnaissance que tu soulignes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais pour moi c'est un tout, tu vois. Ça veut dire que justement il y a la constance, il y a l'attitude, il y a le fait de répondre présent, le fait d'être dévoué pour les autres, le fait d'avoir quand même mis des très beaux buts, le fait, enfin voilà. Il a mis des très beaux buts. Donc tu vois, il y a toutes ces choses-là qui font que oui et tu vois, on en parlait dans un autre temps. Si on peut comparer, genre tu vois, on parlait de Didier Deschamps en tant que joueur, tu vois, c'était pas un joueur extraordinaire. Non. Mais tu vois, mais l'impact que Didier Deschamps il a sur l'équipe de France, il est énorme ou sur les clubs dans lesquels il a joué et ça vient de autre chose que son toucher de ballon ou son truc et pourtant alors que Giroud il a un gros toucher de ballon aussi. C'était son poste, il était numéro 6, il devait récupérer des ballons et t'as un petit côté comme ça. Mais dans notre ère on a quand même pas mal de numéro 9, tu vois. Benzema il a connu ça quand il était au Real Madrid avec Bale et Cristiano Ronaldo où on le jugeait autrement que par sa capacité à être un renard des surfaces. Ça, à l'époque on le critiquait. Honnêtement. Demande à Ronaldo s'il le critiquait. Pas Ronaldo, tu vas demander l'époque à a Mbappé changé si entre-temps. Non, ou même les fans du Real Madrid aujourd'hui. Non, mais voilà, donc ça veut dire que tu peux plus aujourd'hui. Le public est suffisamment intelligent pour voir que un déplacement d'un attaquant est aussi important que... Surtout dépendant des joueurs qui sont autour de lui, de nouveau. Ça veut dire qu'il y a des numéros 9 encore aujourd'hui qui sont seuls devant, qui doivent marquer tous les buts, et alors on les jugera uniquement sur ça. Mais Giroud, on sait qu'on peut le juger sur d'autres choses aussi. Tu prends l'exemple de Harry Kane à la dernière Coupe du Monde, il fait pas une Coupe du Monde où il stat énormément. Hein. Non. Il marque 2 buts, dont un contre l'équipe de France et 3 passes D. Bon, et il y a ce côté aussi... Il y a le côté exemplaire d'Olivier Giroud. Pareil, tu as parlé de Griezmann qui a traversé les générations un peu sur les 10 dernières années. Giroud, c'est encore plus. Ils sont aujourd'hui avec des gamins par rapport à lui. Et au final, voilà, il a toujours... je sais pas, il a toujours fait partie de ce collectif-là. Il a toujours eu des bons mots pour tout le monde. Enfin, il y a eu un petit peu avec Mbappé à un certain moment. Est-ce que tu saurais dire quel est le niveau de reconnaissance qui devrait être le plus juste pour Giroud ? Est-ce que tu saurais l'exprimer ? Ou alors d'où vient le fait, où est-ce qu'il manque quelque chose ? Comment on devrait l'incarner un petit peu ? En fait, déjà, c'est peut-être le contraire de ce que tu me poses comme question, mais par exemple, tu vois, Giroud, on va lui prendre son record de but, tu vois. Ça veut dire probablement Griezmann, je sais pas, mais Mbappé probablement va le dépasser. J'aimerais bien que même quand on dépassera son record, on se souvienne de lui dans l'histoire. Parce que moi, je pense qu'il est tellement sous-évalué qu'une fois qu'il sera battu dans le classement des buteurs, personne ne s'en souviendra en fait. Moi, je pense qu'on se souviendra. Vraiment. J'espère, c'est ça que je dis. Donc mon wish, mon souhait, c'est justement ça, c'est de se dire, en fait, j'espère pour tout ce qu'il a fait, pour son histoire, pour sa constance, pour tout ce qu'on a répété avant, qu'au moins il restera comme un joueur marquant de l'histoire de l'équipe de France. Non, je pense qu'il sera. On reconnaîtra Giroud comme une légende de l'équipe de France. Et la question qui se posera toujours, c'est est-il reconnu à quel niveau ? Encore une fois, je parle souvent de curseur. Peut-être que certains mettront le curseur plus haut et toi, tu voudrais que le curseur soit plus haut. Certains le mettront un peu plus bas. Le problème, c'est que le joueur ne fera jamais exactement l'unanimité de la même manière que Zidane, Griezmann, Pogba pourrait le faire ou même Henry. Et il y aura toujours des débats sur son niveau, sur son apport dans les grands matchs, etc. Et tu as raison, c'est ce que tu déplores et ce qu'on peut entendre. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Quentin, là-dessus ? Non, rien du tout. Je suis assez d'accord avec... Dites-nous, par exemple, si vous deviez faire un ranking des meilleurs joueurs de l'équipe de France, de ceux qui l'ont plus marqué, où est-ce que vous metteriez Giroud ? Je pense que c'est intéressant et la diversité des réponses pourrait nous donner un aperçu justement du manque de reconnaissance ou non qu'on a pour ce grand buteur. Ok, je vais vous remercier, Davy, Quentin, Joseph à la technique. Merci à vous d'avoir suivi l'émission encore une fois. Si vous avez apprécié, vous likez, vous commentez, vous partagez, c'est ce qui nous aide le plus. Et je vous dis à très bientôt et toujours au top. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Bye.